Bonjour et bienvenue à TT, l'émission qui raconte toutes les transformations. Aujourd'hui, nous allons évoquer un secteur de circonstance, le tourisme. Le tourisme profondément sinistré par la crise n'a pas eu d'autre choix que d'accélérer sa transformation. Une transformation tournée vers le local. Aujourd'hui, on parle de tourisme de proximité, de tourisme durable, de tourisme expérientiel et même de slow tourisme. Des tendances qui étaient déjà lancées avant 2020 et qui se sont accélérées avec la crise sanitaire. Alors, pour resituer le contexte, quelques chiffres. D'abord, rappeler que la France est le premier pays touristique au monde. En 2019, nous avons accueilli plus de 89 millions de visiteurs. Le tourisme représente 7,5%, j'en bafouille, du produit intérieur brut de la France, ce qui n'est pas rien. Et on peut imaginer à quel point le secteur touristique est un levier pour la relance de notre économie. Au niveau mondial, les chiffres sont tout aussi éloquents puisque selon l'Organisation mondiale du tourisme, on comptait 1 milliard de tourisme dans le monde en 2019 toujours, et sans la pandémie, nous aurions très certainement atteint les 2 milliards. Alors pour autant, avant la crise, on pouvait observer un changement de paradigme face au tourisme de masse, devenu en quelque sorte une espèce de bête noire du secteur. Selon l'Organisation mondiale du tourisme toujours, et cela bien avant la crise, on notait que 70% des touristes voulaient avoir un impact positif sur l'économie et l'environnement quand ils voyagent. On observe même que 54% sont favorables à effectuer un volontariat durant leurs vacances. Alors, le secteur est en train de changer, de se transformer. Et s'il est vrai que les Français voyagent en majorité en France depuis plus de 2 ans, parce que nous n'avons pas le choix, il faut bien le rappeler, il faut néanmoins dire aussi que le tourisme local avait déjà le vent en poupe avant la crise. Et pour évoquer ce changement de paradigme vers un tourisme de proximité et durable, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Gervais, le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonjour Franck Gervais. Bonjour Valérie. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer ensemble le tourisme de proximité. Alors j'aimerais démarrer avec vous l'émission par une citation de votre interview que vous nous avez accordée dans la revue consacrée au voyage, avec un titre évocateur « L'ailleurs n'est pas si loin », une revue que vous pouvez retrouver tout l'été, durant vos vacances justement, puisqu'elle est chez tous les marchands de presse. Alors Franck, vous nous dites dans cette interview, lorsque nous évoquons ensemble le tourisme de proximité, qui, selon vous, va devenir un choix assumé, voilà ce que vous dites. J'aime faire l'analogie avec l'achat de seconde main. Il y a 5 ans, tout le monde disait « je ne vais pas acheter quelque chose qui a déjà servi ». Aujourd'hui, les gens sont fiers de le faire. Ce comportement responsable va permettre de réconcilier développement durable et croissance raisonnée. Alors, Franck Gervais, est-ce que vous pensez que nous sommes arrivés à un point de bascule et que les Français et les Françaises souhaitent réellement voyager et partir en vacances autrement ? J'en suis persuadé. C'est effectivement des tendances, vous l'avez très bien rappelé, des tendances qu'on voyait avant le Covid, mais là qui se sont accélérées, comme on a eu des mutations profondes de l'éducation. On ne pensait pas que nos enfants pouvaient apprendre à distance, faire l'école à distance. On a eu des mutations profondes des modes de vie aussi, un exode depuis les villes, les grandes agglomérations vers des villes plus petites, vers les campagnes. Et côté tourisme, c'est la même chose. Vous l'avez dit, c'est 7% du produit intérieur brut, le tourisme. C'est le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois en France, par exemple. Et pourtant, ce secteur-là, il génère, selon les calculs, mais prenons une moyenne de à peu près 13% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc il est
très consommateur. Pourquoi est-ce qu'il est très consommateur? Parce que d'abord, il y a beaucoup de touristes internationaux qui viennent donc en avion, et vous l'avez dit. Donc à la fois par ce côté citoyen, le citoyen qui dit « tiens, il y a quand même quelque chose là qui ne va pas, qui n'est pas très cohérent ». Et puis parce que lui, en tant que client, il se dit « mais finalement, j'ai découvert ces 2 dernières années plein d'endroits en France, à la montagne, à la mer, au cœur des territoires. J'ai découvert des richesses architecturales, culturelles, patrimoniales, qui sont tout près de chez moi. Et donc, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de partir à l'autre bout du monde, 2 fois par an, pour certains, si les cordons de la bourse se suivent, mais en tout cas pour certains, pour découvrir ces richesses, ces territoires, alors qu'on est à les mêmes. Vous avez vu ces magnifiques photos qui vous montrent, par exemple, la Bretagne et les îles Maldives, et vous confondez complètement, vous ne savez pas où vous êtes, et qui vous montrent ensuite, par exemple, l'Ardèche, et puis l'Ouest américain avec les parcs américains. Et donc on a tout ça chez nous, on a la chance d'avoir cette richesse-là. Et donc je suis convaincu que si on reste sur ce secteur du tourisme, que oui, ce tourisme de proximité qui a du sens, où on se dit en plus on fait un acte citoyen vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis de la richesse locale, c'est-à-dire qu'on va faire vivre tous les producteurs locaux, des habitants de plein de contrées, eh bien cet acte-là, maintenant, il se manifeste de plus en plus. C'est ce qu'on voit, nous, dès cet été, où on a des taux d'occupation, des taux de réservation qui sont très importants. Alors certes, il y a l'impossibilité de sortir des frontières, mais ça va dans les 2 sens. Les internationaux ne peuvent pas venir non plus. Et donc on voit que ce tourisme-là, où vous proposez des expériences qualitatives et respectueuses de l'environnement et à la découverte des territoires, c'est ce qui est vraiment plébiscité et c'est ce qui le sera dans les 4-5 prochaines années, c'est évident. Est-ce que vous pensez quand même que le tourisme de masse, si au départ il y avait quand même une certaine volonté de démocratiser le voyage, a fait beaucoup de mal justement, vous parlez d'expérience, où peut-être les voyageurs contemporains ont oublié ce qu'était le voyage, c'est-à-dire partir d'une destination A, aller à une destination B, et c'est ce qui se passe entre la destination qui devient intéressante, le voyage qui devient un loisir, et puis évidemment en voulant démocratiser, on peut partir quelquefois beaucoup moins cher dans une capitale européenne que dans le sud de la France. Vous pensez qu'aujourd'hui on parlait de bascule, je sais que vous en parlez souvent, il y a les moyens de le faire aujourd'hui? Oui, il y a les moyens de le faire. 1, par le choix de chacun des clients. 2, aussi par l'orientation des acteurs du tourisme. Et les acteurs, c'est des opérateurs comme nous, c'est aussi des gouvernements. Pourquoi? Parce que le problème du tourisme, que moi je qualifie plutôt le tourisme en masse, parce que le tourisme de masse, accessible à tout le monde, ça c'est très bien. On est sur quelque chose de populaire, ça doit le rester. On doit offrir des vacances de qualité à tous les concitoyens. Par contre, le tourisme en masse qui consiste à tous, au même moment, aller dans les mêmes endroits, c'est-à-dire des grandes capitales européennes ou bien des points d'attraction qui sont tous les mêmes, ça, je pense que ça a vécu. Et donc, il faut assurer un tourisme qui soit plus étalé dans le temps, plus régulièrement au long de l'année, et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des points de focalisation, qui soient des gros points, et le reste qui soit un désert touristique. Et donc ça, c'est ce qui va se faire de plus en plus, parce que tout le monde a vu l'intérêt de basculer depuis ce trop-plein vers quelque chose de beaucoup plus étalé et régulier. Et alors on s'aperçoit, vous avez fait des études, que selon les études que vous avez faites, 70% des Français sont en quête d'expériences plus simples. Alors ça aussi c'est intéressant parce qu'on aurait pu imaginer que certains croient qu'il n'y a pas grand-chose à faire en France, ce qui n'est absolument pas le cas. D'ailleurs Jean Viard, sociologue spécialisé, enfin l'une de ces spécialisées dans le tourisme, le répète, c'est que la France a cette qualité incroyable d'être touristique sur tous ces points en fait géographiques. C'est quand même assez sensationnel. On parle beaucoup d'expérience. Vous parlez aussi souvent des millennials, qui sont voilà, les nouvelles familles assez jeunes aujourd'hui, ont envie de voyager autrement. Qu'est-ce qu'ils recherchent d'après toutes les études que vous avez faites avec votre groupe? Alors on les a effectivement beaucoup étudiés, ces millennials, parce que par exemple ils constituent un actif sur 2. Les parraignols, donc les parents qui sont millennials, constituent un actif sur 2. Donc autrement dit, c'est eux qui décident aujourd'hui. Ils ont le pouvoir d'achat, ils sont parents, et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent agir en tant que parents comme ils ont agi tout au long de leur vie avant. C'est-à-dire en ne se laissant pas dicter une conduite, en étant en cohérence avec eux-mêmes tout au long
de leur vie et de leurs actes d'achat. Les vacances sont clés pour eux. Ils prennent beaucoup de vacances, mais pendant lesquelles aussi ils bossent, et donc il y a une vraie mixité là-dessus. Et ils veulent vivre de vraies expériences de découverte éducative, pédagogique, avec leurs enfants. C'est-à-dire que les vacances sont un moment pour eux pour se retrouver, se déconnecter de tout ce qui nous pollue un peu au quotidien. Et ce n'est pas que la pollution de l'air, mais c'est aussi la technologie, les portables. On est sans arrêt bombardés. On est dans des grandes agglomérations, dans des environnements très denses. Et donc, ils veulent que les vacances soient des lieux pour se retrouver face aux essentiels dans des environnements préservés. C'est ce que nous, on leur propose, c'est notre raison d'être, mais c'est surtout ce qu'ils nous demandent. 99% d'entre eux, c'est-à-dire tous, disent le choix des vacances et des activités doit être dicté par le côté pédagogique de ces activités et vacances pour mes enfants, pour moi. Et donc, il faut qu'il y ait des activités pour les enfants seuls, il faut qu'il y ait des activités pour les parents seuls, et il faut qu'il y ait des activités pour les parents et les enfants ensemble. C'est ce qu'ils nous demandent. Donc voilà, ils sont en quête de sens, ils nous le disent, mais ils le manifestent aussi dans tous leurs choix. Leur choix d'emploi, leur choix de vacances, leur choix de consommation. Ils sont cohérents, c'est bien. Quête de sens aussi, sans doute accélérée par la crise, on l'a observé. L'obligation, alors évidemment, de partir en France et encore cette année, quasiment obligatoire. Et puis, eh bien, l'accélération du télétravail, qui tout à coup est devenue presque une norme. On voit des gens partir des grandes villes. Et puis, on voit aussi des gens qui sont sur leur lieu de travail connectés. Et comme ils sont finalement de retour, on parlait de quête de sens, de l'essentiel dans les paysages, dans la nature, la volonté de pouvoir aussi, tout à côté de chez soi, prendre quelques jours de vacances, mais en étant à la fois sur son lieu de travail. Il n'y a plus ce souhait de partir à l'autre bout du monde à tout prix, vous le ressentez aussi? Ou bon, c'est au balbutiement et c'est parce qu'on est en crise? Moi, je pense que le souhait de partir à l'autre bout du monde, il va rester parce qu'on aura toujours envie d'aller découvrir des lieux atypiques et qui sont des lieux où vous avez envie d'emmener vos enfants. Donc ça, et heureusement, parce que le voyage, c'est la découverte, c'est la rencontre de l'autre, et c'est aussi des cultures différentes, des langues différentes. Donc ça va se préserver, et tant mieux pour la richesse des cultures, des rencontres. Par contre, il y aura moins de voyages, et ce sont des voyages qui peut-être dureront plus longtemps, mais il n'y aura plus ce saut de puce, en tout cas beaucoup moins ces sauts de puce de dire je vais aux États-Unis et je vais faire toute la côte ouest en 3 semaines et je vais prendre du coup 4 fois l'avion en 3 semaines, ou bien je vais faire la même chose en Asie du Sud-Est et faire 4 îles à Bali, Lombok en même temps. Je pense que ça, il y aura moins parce que c'est beaucoup moins dans les réflexes actuels. Et inversement, ça veut dire que les gens resteront plus souvent et plus longtemps en France pour les Français, aux Pays-Bas pour les Néerlandais, là, plus proche de chez eux, et en mixant aussi, du coup, les vacances, le loisir et des moments de travail, parce que c'est rendu possible. La norme va être que 2 jours sur 5, vous pourrez travailler en dehors de votre lieu de travail, soit chez vous, soit dans un autre endroit, si vous pouvez être connecté dans un autre endroit. Et du coup, c'est le côté « je ne renonce à rien ». Je prends le meilleur de tout, qui caractérise aussi les millennials. Et ça, c'est rendu possible. Et ça, pour le coup, c'est que depuis le Covid, parce que ça n'était pas dans les mœurs, ça n'était pas inscrit dans les règles de travail auparavant. Il y a une prise de conscience, et on parle même aujourd'hui de voyager en conscience, de prendre des vacances en conscience, et pas juste de partir pour partir, parce qu'il faut partir en vacances. Il y a une espèce de retour au sens, on en parle beaucoup, hein, c'est dans toutes les bouches, on parle aussi beaucoup de temps long. Comme nous, où on prend le temps d'échanger, de décrypter justement les transformations du tourisme. Alors là, on est dans le décryptage et puis aussi, on passe à l'action, ce que vous faites depuis que vous êtes DG du groupe Pierre et Vacances Center Park. Et vous avez pour ambition de devenir le leader européen du tourisme de proximité réinventé. Donc pour ça, il faut aussi faire preuve d'innovation, accélérer sa transformation. Là, ça a été peut-être un peu difficile parce que l'économie a été quand même un petit peu mise à l'arrêt, mais vous avez un très beau projet
dans le Lot-et-Garonne parce que nous, on voyage aussi à la tribune et on aime valoriser les actions qui sont réalisées dans les territoires. Alors, je crois qu'on va pouvoir montrer quelques images parce que vous avez souhaité, avec un nouveau centre qui s'appelle les Landes de Gascogne, créer un nouveau domaine. Voilà, on le voit là à l'écran Center Parcs, en osmose avec la nature, c'est-à-dire avec des cottages en ossature bois, une place de village qui accueillera un marché local avec des producteurs locaux. Et alors, il y aura même des marchés perpétuels pour les vacanciers sur place qui pourront jardiner. Enfin, c'est pensé vraiment, même dans le respect de la biodiversité, l'empreinte carbone, ça, vous êtes dessus depuis le début. C'est évident que vous n'allez pas être pollueur en construisant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus justement sur ces ambitions, on va dire, durables? Là, on est au cœur du tourisme de proximité et durable. Ouais. Vos objectifs? C'est le prototype, probablement le meilleur exemple qui démontre notre stratégie. La stratégie, on l'a appelée réinvention, pour réinventer ce tourisme de proximité qui mêle la qualité de l'expérience client, le respect de l'environnement et des territoires, et puis en tant que groupe aussi de la performance, parce que ça c'est normal, évidemment, et que tout groupe doit délivrer de la performance pour réinvestir dans ce type de projet magnifique. Et donc Landes de Gascogne, c'est un Center Parcs de 400 cottages, donc une taille moyenne, très moyenne, qui est entre Bordeaux et Toulouse. Vous êtes à 1 heure de Bordeaux, vous êtes dans le département du Lot-et-Garonne. Et donc c'est un vrai choix de notre côté d'aller dans un département où le développement touristique doit se faire parce qu'il est moins important que dans les Landes par exemple ou dans la Gironde autour de nous là-bas. Et donc il y a une unanimité. C'est un projet qu'on a mis sur les fonds baptismaux il y a 12 ans. Il y a 12 ans, on a d'abord dit avec tous les élus locaux, tous les acteurs économiques et écologiques, toutes les associations environnementales, quelle est notre vision de développement du territoire ? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour créer un écosystème touristique parfaitement intégré au territoire? Progressivement, on a identifié 3-4 endroits, puis celui-ci, donc sur le Center Parcs de Landes de Gascogne, et puis on a conçu avec eux le projet, en disant ce projet, il doit d'abord être fait avec des matériaux et de la construction respectueuse de l'environnement. On est en pleine forêt de pins qu'on n'a pas détruit, on est venu insérer nos cottages là-bas. Il n'y a pas de voiture sur le site, aucune voiture. Toutes les circulations sont à pied ou en vélo. Tout le chauffage se fait à la biomasse. Toutes les constructions se font en bois, on l'a dit. Et puis ensuite, donc ça c'est pendant la construction, on a mis un point d'honneur à ce que 80% des montants dépensés pour les travaux soient des montants dépensés avec des entreprises locales, donc de la région de Nouvelle-Aquitaine, 80%. Énorme. Donc c'est énorme, c'est un vrai choix. Et on s'est dit, bon ça c'est pendant la construction, et ensuite quand on va faire vivre le site, en quoi est-ce qu'il doit être intégré à l'environnement avec les acteurs locaux? Il y a cette place du village avec le marché effectivement des producteurs locaux qui viendront tous les jours mettre en valeur leurs produits et les vendre pour ensuite entretenir des relations, quand bien même les gens seront partis, les clients seront partis du Center Parcs, ils pourront toujours commander des produits locaux. On a d'un point de vue emploi, on s'est engagé à ce que 3/4 des personnes on emploiera 300 personnes à temps plein là-bas, 3/4 des personnes qu'on emploie sont des personnes qu'on sort de la situation de chômage. Donc on les remet à l'emploi grâce à l'arrivée du Center Parcs. On a un des points clés chez nous, classique, qui est la piscine où s'amusent les enfants. Cette piscine, ce n'est pas une piscine classique avec un dôme comme on peut la trouver dans nos autres Center Parcs. Ce sont en fait d'anciens séchoirs. On a reconstitué quasiment des séchoirs à tabac, parce qu'on est dans le lieu où il y a des séchoirs à tabac qui sont tout près. Et donc, vous avez l'impression de voir des séchoirs à tabac, mais quand vous y pénétrez dans un environnement qui est un environnement aquatique, très respectueux aussi des lieux où on recycle l'eau qui sert pour la piscine. Eh bien, quand elle peut être réutilisée, on la réutilise à des fins sanitaires. Donc tout a été conçu vraiment comme ça. Et donc c'est probablement le plus bel exemple qui incarne notre stratégie respectueuse de l'environnement et qui montre qu'on peut continuer à développer. Et on a des ambitions de développement, mais en étant respectueux de l'environnement. Et donc c'est ce que fait ce centre. Alors un cercle vertueux, vous venez d'en parler. Ce qui est intéressant, c'est que... Alors déjà, je ne savais pas,
ça date de 12 ans quand même, cette volonté de construire ce genre de domaine éco-responsable. Et alors ce qui est assez étonnant, parce que je pense que c'est important de le souligner parce que c'est assez rare, vous avez réussi à collaborer avec toutes les institutions, c'est-à-dire régions, départements, tout le monde a réussi à se mettre d'accord pour créer ce lieu. Alors sans doute parce que vous aviez les bons arguments, puisque vous avez même la construction, vous l'avez dit, c'est 81% des artisans et des industries locales. Vous avez créé de l'emploi aussi, j'imagine, pendant que vous avez construit. C'était 500 emplois pendant la période de construction, en moyenne. Oui, donc c'est pas rien, vous allez en créer 300. Alors une question quand même me vient, c'est-à-dire que donc, ça fait, il y a 12 ans, vous décidez de lancer ce nouveau domaine éco-responsable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, c'est-à-dire l'analogie que vous faites avec le vêtement ou l'objet de seconde main, c'était peut-être vu un peu, c'était un peu ringard, ou alors c'est parce qu'on n'avait pas le choix, c'était une nécessité. Pareil pour partir en vacances en France, aujourd'hui c'est la tendance accélérée malheureusement par la crise, mais est-ce que vous répondez alors à une tendance que les touristes demandent, les vacanciers demandent, mais j'imagine aussi que vous avez une politique RSE, une responsabilité sociale et environnementale des entreprises assez forte, comme beaucoup aujourd'hui. Mais d'après ce que j'entends, ce n'est pas nouveau. Et c'est peut-être le moment justement de faire le lien entre cette tendance et cette politique que vous avez depuis quelques années, si je comprends bien. Oui, et en fait ce qu'on fait, ce que montre ce projet-là et tous les projets qu'on a dans le groupe, pour aussi la marque Pierre et Vacances. Quand on dit à la montagne, on va développer là où il y en a besoin des nouveaux hôtels lifestyle, par exemple, qui sont dans cette nouvelle tendance. Mais dès qu'on peut réhabiliter un bâtiment, plutôt que d'aller construire, détruire, construire, on va réhabiliter. On diminue de 50% la consommation énergétique, donc on va faire. Mais c'est une approche qui est une approche, je pense, mature. Et on a eu, sur l'Orne de Gascogne, on a des élus qui sont tellement matures parce que on n'est pas en train de dire on renonce au développement, à la création d'infrastructures nouvelles. Quand il y en a et que c'est saturé, c'est-à-dire qu'on est en limite de capacité, l'offre répond à la demande, pas besoin d'aller en créer des nouvelles, on est à l'aise. Par contre, quand on voit qu'il y a un développement à créer et qui n'est pas satisfait du coup par l'offre, on crée quelque chose avec eux. Toutes les résolutions, vous savez, de modification du plan d'urbanisme, obtention des permis de construire, toutes ces résolutions-là ont été votées à chaque fois, non pas à la majorité, mais à l'unanimité, côté région, côté département, côté commune, côté mairie. Ils nous disent, vous êtes pour nous l'exemple clé de ce qu'on doit faire. L'insertion, l'intégration avec l'environnement local, vous avez vu que tous les acteurs locaux trouvent place, leur center park, c'est chez eux. On leur dit, venez, exprimez-vous, exprimez vos talents, vos richesses, montrez vos produits dans ces lieux. Et puis, on est créateur d'emplois parce que dans tout le département, il y a toujours quelqu'un qui, dans sa famille, a un membre ou un ami qui va venir travailler au Center Parks. Parce qu'on fait vivre toutes les entreprises aussi de tri des déchets, de recyclage, de construction, de maintenance. Donc c'est, je trouve, une belle maturité pour dire oui, quand il y a un besoin exprimé de développement de l'offre, il faut développer une offre, mais pas n'importe quelle offre. Et on prend le temps, on a pris le temps depuis plus de 10 ans de discuter du meilleur projet, de sa meilleure intégration. Donc je pense que ce projet-là, il doit faire plein de petits, il doit être très, je pense, exemplaire pour la suite. Là, c'est la preuve clairement que le tourisme de proximité est un levier très fort pour l'attractivité des territoires. Vous avez d'autres projets en France de cet acabit-là ? Alors, on en a plein d'autres, alors en France et à l'étranger. Pour les marques Pierre et Vacances et pour les marques Center Parks, donc là on vient de parler de Center Parks. Si on parle de Pierre et Vacances, on a le souhait pour Pierre et Vacances, donc vous connaissez, ce sont des villages, des résidences de tourisme à la montagne et à la mer. On se dit que l'avenir pour Pierre et Vacances, il est de 3 ordres. Monter en gamme, premiumiser, et donc là on vient d'ouvrir la semaine dernière Deauville, la presqu'île de la Touques, où on a réhabilité un ancien bâtiment qui était le bâtiment des douanes à Deauville. Ce bâtiment n'avait plus aucune utilité, il n'y a plus de douane à Deauville. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Soit on se dit on y fait du logement, on y fait du tertiaire, soit on se dit non, on veut aussi
faire venir des touristes dans un lieu de qualité en réhabilitant le patrimoine existant. C'est ce qu'on a fait, notamment avec la mairie, beaucoup. Donc, premier exemple, montée en gamme, réutilisation, requalification. On a une trentaine de résidences dans ce nouveau lieu. Deuxième type de diversification, c'est le lifestyle à la montagne, où là, on cherche à se concentrer sur des lieux où on est déjà présent. On a plus d'une cinquantaine de résidences à la montagne pour nous. Et on souhaite vraiment que nos futurs développements soient des développements qui bénéficient au territoire et qui incarnent tout ce que veulent vivre les nouvelles générations en particulier, c'est-à-dire des lieux de vie, des lieux de rencontre. Et donc vous avez des magnifiques vues dans des hôtels lifestyle où plus de la moitié du chiffre d'affaires sera pour la partie food, beverage. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis le troisième point, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est tous les éco-resorts. Donc tous ces hébergements légers. Donc léger, c'est des tentes qui sont des tentes de qualité, ce sont des maisons dans les arbres, ce sont des choses comme ça, qui viennent prendre place autour de lieux déjà existants. Ces lieux existants, ça peut être des parcs naturels régionaux, ça peut être des bases de loisirs. Et donc, on vient nous créer de l'hébergement léger pour que, en fait, les gens puissent trouver un lieu de résidence autour d'un lieu d'attraction déjà existant, et plutôt qu'ils fassent des kilomètres pour y venir, on se dit on peut les poser là, et ça deviendra leur nouveau lieu de résidence, hébergement léger, tout ce qui est nourriture, approvisionnement 100% local en incarnation des lieux où ils sont. Et du coup, ça deviendra leur nouveau lieu de résidence pour venir voir les attractions de ce lieu et d'autres lieux à une trentaine, cinquantaine de kilomètres autour. Mais voilà, on évite tous ces kilomètres qui sont faits et on vient fixer le visiteur autour de points clés. Dernière question, parce que l'émission touche à sa fin. Les Français redécouvrent la France, on l'a beaucoup dit dans le cadre de l'émission. Est-ce qu'il y a aussi une volonté d'aller créer des structures, des écosystèmes dans des endroits où vous n'êtes pas encore en France, où justement on ne soupçonne pas la diversité d'un paysage, la spécificité économique, culturelle d'une région, où vous n'êtes pas encore et vous pourriez être justement un nouveau levier d'attractivité pour des régions qui sont encore un peu sinistrées? Parce que là, on évoquait Deauville. Alors forcément, on a envie de dire, oui, bon, Deauville, c'est très touristique. Est-ce qu'il y avait besoin d'une autre structure? Bon, vous venez d'expliquer pourquoi, ce que vous faites. Vous réhabilitez, vous créez de l'emploi, donc ça, on ne revient pas là-dessus. Mais est-ce qu'il y a aussi le souhait d'aller dans des régions qui sont encore vraiment méconnues? Absolument. Et ça, c'est une démarche qui est une démarche partenariale avec des élus, notamment les acteurs économiques, des chambres de commerce, de zones qui sont des zones touristiques qui ont envie de se développer, enfin qui sont des zones à potentiel touristique, et qui ont envie de se développer dans le respect de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas non plus créer un déséquilibre économique entre les habitants et les touristes. Et ça, nous, on répond complètement avec nos nouveaux designs, nos nouveaux concepts à cette volonté-là en disant « Partons d'abord de votre volonté, nous de nos possibilités ». Ensuite, on parlera dimensionnement, ensuite, on parlera marque, mais croisons nos objectifs d'aller créer de la richesse locale, de l'emploi local. Et ça, c'est ce qu'on fait déjà et c'est ce qu'on propose de plus en plus à des élus dans des endroits qui sont moins connus aujourd'hui et qui ont un énorme potentiel pour l'être. Ça, c'est l'avenir en France. Ça, c'est l'avenir en France, complètement. Parce que ça participe de vraiment de cette meilleure répartition du tourisme dans le temps et dans l'espace, comme on disait, plutôt que d'avoir une dizaine de lieux, tous occupés l'été ou l'hiver. C'est l'exemple de la montagne aussi. La montagne, il y a un sujet qui est celui des lits froids que vous abordez dans cette magnifique revue T, que je conseille à tout le monde. Est-ce que c'est normal que des lits à la montagne ne soient occupés que 8 ou 10 semaines par an, avec 90-95% d'occupation, mais tout le reste du temps, inoccupation. Ces lits dorment. C'est pas normal. Et donc, on veut, nous, participer à ce développement de la montagne l'été. On voit que ça marche très très bien, mais aussi toute l'année, à Pâques, à l'automne, en créant des activités nouvelles avec tous les acteurs locaux et en faisant en sorte que la montagne soit un réflexe
toute l'année pour les clients. Un réflexe estival, ce qui est surprenant, c'est que ce n'était pas généralisé. Ça existait déjà, mais pas forcément dans toutes les structures. C'est comme beaucoup de choses où c'était tout près de chez vous et vous ne le voyiez pas. Maintenant, on le voit un peu plus. Après le Covid, c'est un des rares aspects positifs du Covid. Heureusement, il y a des aspects positifs dans toute crise, que certains appellent aussi la résilience, ce fameux mot. L'émission donc touche à sa fin, c'est ce que j'annonçais. Petite question quand même assez sympa avant de finir l'émission. J'imagine que vous partez en France, en vacances. En Bretagne. En Bretagne. Ouais. La Bretagne qui ressemble aux Maldives, je ne sais plus. Ouais, pour ou à la Corse, certaines régions, ou à la voilà, Corse, aussi. Pratiquer toutes ces activités nautiques, découverte des territoires, et dans une région typiquement dont le potentiel vient d'être découvert un peu plus encore depuis 2 ans par plein de touristes. C'est ça qui est formidable, on redécouvre notre pays, tous autant que nous sommes, parce que moi-même, pourtant je voyage beaucoup en France, mais il y avait quand même des régions que je ne connaissais pas. Ça, c'est un vrai plaisir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup déjà, Franck, d'avoir fait la dernière émission de la saison consacrée au tourisme. Pour tous ceux qui voudraient prolonger la réflexion sur le voyage de demain, la transformation du secteur touristique, eh bien, je vous invite à vous procurer et voyager avec la revue T consacrée justement au voyage. Pour ma part, eh bien, je vous retrouve à la rentrée en septembre pour une émission consacrée à la planète. Vaste programme. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. À bientôt.